Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai 27 ans et je n'ai toujours pas trouvé mon style. Ça m'inquiète un peu parce que la trentaine approche quand même et je me dis, je suis toujours incapable de définir mon style, de savoir vraiment ce que j'aime. Quand je regarde et que j'ouvre mon armoire, j'ai tellement de choses composites, différentes, hétéroclites, que je me dis, mais qui suis-je? C'est ça la question qui se pose. La question du style, elle pose la question du soi. Et c'est là où ça fait mal. Alors en ce beau jour d'anniversaire, je vous propose une introspection stylistique agrémentée de quelques théoriciennes de la mode of course, et puis un petit tour dans mon closet quand même. Alors c'est quoi le style? Déjà, il y a quand même un problème de définition, je trouve, parce que souvent le style, on le pense simplement comme une performance de soi. On le pense vraiment d'un point de vue butlérien, Judith Butler, qui est cette théoricienne féministe qui, dans les années 80-90, a théorisé le concept de performance pour dire que justement le style, c'est une représentation de soi, c'est un jeu, c'est quelque chose qu'on active très consciemment. Et en fait, je crois que je suis pas d'accord avec ça. Le style, ça n'est pas qu'une représentation, ça ne va pas représenter une essence, qui on est vraiment au fond de nous-mêmes. Le style n'existe pas que pour qu'on se donne un genre. Et ça, je pense que souvent, on peut faire l'amalgame et se dire que le style, de toute manière, c'est un truc que les fashion se donnent pour avoir un genre et que c'est un truc de personnes riches et bourges qui ont le time et qui ont le fric de se poser ces questions-là. Or, non, le style, c'est autre chose. Et je suis tombée sur cet article très beau de Marielle Massé. En gros, ce qu'elle dit, c'est que le style, c'est plus qu'une forme d'individuation. Il s'agit pas seulement de montrer qui on est et de performer notre identité et qui on est à travers notre style. Il y a quelque chose qui est propre au style lui-même. Parce que avant d'être une représentation, le style est surtout une pratique. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que le style, on le fait, on le pratique tous les jours dans la vie quotidienne parce que c'est un rapport aux choses, c'est une manière de s'inscrire dans le monde, de se tenir face aux choses. Donc le style, c'est plutôt un rapport à soi, en réalité, un processus vivant. Tout style est, selon Marielle Massé, le déploiement d'un comportement, un rapport au monde, une espèce d'existence. En fait, il faut comprendre le style comme étant un comportement vis-à-vis des choses, qu'on développe et qu'on cultive. C'est le comment des choses, comment on fait les choses, comment tu touches, comment tu marches, comment tu manges, comment tu penses. Est-ce que tu fais plutôt des schémas ou est-ce que tu lis à voix haute pour apprendre par cœur? Ça, c'est déjà un style d'apprentissage, par exemple. Comment est-ce que tu t'assieds? Est-ce que tu te mets comme ça? Est-ce que tu t'assieds les jambes croisées, etc. Comment tu mets tes cheveux le matin? Comment est-ce que tu tiens ton stylo pour écrire? Tout ça, en fait, c'est le style, c'est un rapport aux choses, un rapport au monde. C'est le comment, c'est un processus, c'est pas une finalité. C'est pour ça que d'entrée de jeu, quand on se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire trouver son style, il y a quelque chose qui me semble assez antithétique là-dedans. Puisque le style est une dynamique, qu'il implique le mouvement, c'est une relation entre soi et l'objet, entre soi et autrui, une relation aussi au faire, une manière de faire. Donc ça bouge. Donc en fait, ça ne peut pas être immuable, ça ne peut pas être intangible. Je trouvais ça très intéressant d'en parler en amorce de cette vidéo pour comprendre justement qu'on a toutes et tous un style. Parce que personne n'avance dans la vie sans s'inventer justement une manière de vivre. Ça va au-delà des choses, des objets. C'est pas seulement une affaire de quelle marque tu vas acheter, quelle couleur tu vas acheter, c'est vraiment, comme je le disais avant, un processus, un comportement qu'on développe et qu'on cultive évidemment vis-à-vis des choses qui nous entourent et des gens qui nous entourent aussi. À partir de cette définition, qui est une définition, je trouve, assez vitaliste du style, eh ben, je me pose la question évidemment, quel est mon style concrètement? Dans quoi est-ce que j'ai passé ma 26e année?
j'ai porté plein de choses différentes. Et d'ailleurs, cette idée de vidéo et toute cette réflexion autour du style, elle est née d'une petite réflexion que m'a fait un collègue de travail au boulot. En fait, j'étais habillée d'une certaine manière et il est venu me voir et il m'a dit: «Mais attends, enfin, Amélie, je ne comprends pas. Tu as des esthétiques super différentes d'un jour à l'autre, on n'a pas la même personne, quoi». Et en vrai, je comprenais ce qu'il voulait dire. Et à la fois, j'étais assez contente parce que l'an dernier, pour donc mes 26 ans, j'ai fait un post introspectif, récapitulatif de tout ce que j'avais porté l'année de mes 25 ans. Parce que j'ai que ça à foutre. Je disais que j'étais assez déçue de ce que j'avais porté toute l'année parce que c'était boring, que j'avais porté toute l'année la même chose. Ça avait été quand même une sorte de douche froide parce que je me suis rendu compte à l'occasion de ce post que la mode m'habite plus qu'elle ne m'habille. Smart Queen. Pas peu fière de cette petite formulation. Je ne la pratique plus tant en fait. Et ça m'embête parce que je pense que la mode se porte avec le corps et pas avec le cerveau. Donc, mon défi l'an dernier, après ce poste, c'était de porter des choses différentes et de m'expérimenter de nouveau un petit peu plus. C'est pour ça que la réflexion de mon collègue, je l'ai pas du tout mal prise. Elle était complètement logique et ça m'a plutôt confortée dans l'idée que j'étais en train d'essayer des choses, ce que je trouve positive, parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Alors concrètement, comment est-ce que ça s'est traduit ? Il faut toujours être pragmatique dans les grands moments de doute stylistique mais aussi existentiel. Il faut donc faire des listes. Moi, je fais souvent des listes quand j'ai besoin d'être pragmatique. Donc là, concrètement, mes 26 ans, je les ai passés dans quels accoutrements ? Première liste, les choses que je porte encore et toujours. En premier, mon blouson tartan que je lâcherai jamais. Je pense que je l'ai depuis la seconde, je l'adore. Je pense que c'est un indémodable. Deuxièmement, ma veste sans manches Harley-Davidson qui est, je pense, la pièce la plus moi, dans laquelle je me le sens le plus rapproché de qui j'ai l'impression d'être. J'ai l'impression qu'elle give vraiment ma vibe. Ensuite, j'ai énormément porté mes Doc Martens léopard, que d'ailleurs j'ai tellement porté qu'il faut que je me calme, parce que je les ai abîmés, je les ai usés, et en fait j'ai envie de les garder toute ma vie. Ensuite, j'ai continué à porter cette petite robe de rien du tout End Other Stories que j'ai achetée il y a super longtemps, et que cet hiver, ma mère m'a reprisée. Aussi, la jupe grise secrétaire de la mère de Léa, ma meilleure pote, je la mets H36. Je trouve qu'elle me fait un très beau corps, une très belle allure. Et en dernier, ce que j'ai saigné encore une fois cette année, c'est mon t-shirt papillon From Future. C'est le seul truc que j'ai de cette marque, qui est très cher. Mais en vrai, ce t-shirt, je l'ai tellement porté que vraiment, j'ai rien à dire. À toutes les saisons, sous toutes les formes, j'ai envoyé la sauce avec ce t-shirt. Liste numéro 2. Les nouveautés que j'ai saignées. Les choses que j'ai achetées cette année et que franchement, je sais que c'est mes all-time classics. D'abord, mon cuir cheetah que j'ai chopé dans une fripe lors de mon voyage à New York pour la modique somme, je pense, de $50. Et vraiment, le quadruple poche me régale, moi qui adore les poches. J'adore ce blouson. Il est juste très très lourd, mais je le mets tout le temps. Aussi déniché à New York, ce petit sac Bagou en collab avec une artiste que j'ai eu à New York également, qui est tellement pratique parce que je peux tout mettre. C'est le sac de Hermione Granger. Donc c'est un sac magique, donc j'adore et je le mets tous les jours. Ensuite, et j'ai un peu honte de l'avouer, celui-ci, c'est mon pantalon weekday que je porte maintenant. Alors, ça faisait très longtemps que je n'étais plus allée dans une enseigne de fast fashion. Et en fait, comment vous dire ? J'ai su. Et maintenant, je marche vachement comme ça, en fait. Je marche vraiment au coup de cœur dans mes achats. C'est plus tant, de quoi j'ai besoin ou de machin. C'est plus, est-ce que quand je le mets, je suis persuadée que je vais être obsédée par cette pièce et que vraiment je vais la saigner. En effet, ce pantalon, donc qui est de la fast fashion, donc j'ai honte, mais à la fois, c'est un pantalon, maintenant je le porte une fois par semaine. Et enfin, nouveauté que j'ai achetée cette année et que j'ai de ouf portée, c'est ma jupe jaune American Vintage que j'ai eue en outlet et que j'adore. Elle est trop belle. J'avais jamais pris de jupe de cette longueur, mais je trouve qu'avec des bottes, c'est vraiment chouette et c'est pratique et je la mets tout le temps. J'ai quand même l'impression que si je fais cette vidéo, c'est aussi parce qu'à l'approche des 30 ans, il y a une genre de pression qui se forme. Déjà, on nous apprend à avoir peur des 30 ans, toute notre vingtaine. J'ai l'impression que là, tu vois, il me reste 3 ans de jeunesse et après, I'm done.
Et c'est très énervant parce que je pense beaucoup à ça alors que j'ai 27 ans, enfin, genre, c'est OK. Et surtout, avoir 30 ans, 35 ans, c'est encore être jeune et j'ai pas envie d'appréhender la vie comme ça. Et à la fois, si je suis honnête, c'est vrai que plus je grandis, plus je me sens unie, plus je me sens une, moins je me sens fragmentée. Alors, quand même, c'est encore beaucoup le cas, parce que je suis hyper dispersée dans ma vie. Malgré tout, je dois dire que je me sens très cohérente dans qui je suis, malgré tout. Et il y a un paquet de choses, j'ai l'impression, dont j'ignorais tout avant. Et aujourd'hui, j'en ai l'intuition. Et ça, est-ce un signe de maturité? Je ne sais pas. En tout cas, c'est intéressant, du coup, à partir notamment de tous ces vêtements que je viens de vous lister, de se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je peux remarquer ou comprendre, tirer comme enseignement à partir de ça. La première chose, je pense, c'est un constat. Je montre moins mon corps. Je porte beaucoup plus de pantalons qu'avant. Avant, je mettais, je pense, 5 jours sur 7 des jupes, et notamment des mini-jupes. Et là, en fait, j'en porte déjà beaucoup moins. Et en plus, la seule jupe que j'ai achetée cette année, c'est une jupe longue. C'est aussi la première fois de ma vie où j'assume mes poils. J'en avais déjà parlé sur TikTok, je pense. C'est le premier été que j'ai passé en ne m'épilant pas. Jusqu'à présent, ce que je faisais là ces dernières années, c'est que je m'épilais pas du tout toute l'année et juste les 2 mois de l'été, j'y passais parce que je trouvais ça trop compliqué, trop dur, trop contraignant. J'ai quand même remarqué que mon rapport au corps a beaucoup changé. Je suis moins complexée qu'avant et pourtant je montre moins mon corps qu'avant. Et ça, it's not clicking. Je ne comprends pas trop. J'ai l'impression, quelque part, que de faire la paix avec les complexes, ça devait forcément passer par quelque chose d'assez radical, un acte de désesthétisation de moi-même. C'est-à-dire qu'il fallait que je sorte d'un rapport esthétique à mon corps pour pouvoir me défaire de mes complexes, pour pouvoir m'éprouver plus dans une forme de sensorialité. Je sais que j'en parle souvent sur cette chaîne, mais parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau dans ma vie. Avant, j'étais très déconnectée de ce que je ressentais. J'écoutais pas du tout mon corps. Quand j'avais mal au ventre, je reliais pas du tout le mal au ventre du fait que peut-être que j'avais mangé un tel ingrédient la veille ou 2 heures avant. Je reliais pas les choses de mon corps. Il y avait des sensations qui me traversaient, mais qui ne m'appartenaient pas vraiment. Et donc j'ai l'impression que en faisant la paix avec les complexes, en faisant la paix avec tout un tas de trucs, parce que j'ai l'impression que le début de la vingtaine, quand t'es une meuf, tu te fais la guerre pour beaucoup de choses qui passent par le biais de l'apparence, notamment quand tu relationnes avec des mecs, il y a tout un truc sur le désir de plaire et d'oublier son propre plaisir en fait, parce que ton propre plaisir, tu ne le vois qu'à partir de la perspective d'être un objet esthétique. Je sais pas si ça fait sens, mais pour moi ça fait vraiment sens. Et du coup, j'ai vraiment eu l'impression ces dernières années qu'il a fallu que radicalement j'arrête d'esthétiser mon rapport au corps. J'avais besoin de cette forme de radicalité-là, je pense. Et c'est quelque chose dont je suis heureuse et qui, maintenant que je sens que c'est ok, ça me rend aussi un petit peu triste parce que j'adore la mode et que j'ai envie de la pratiquer plus. Et notamment, deuxième constat à partir de mon style, c'est que certes, je montre moins mon corps et pourtant j'ai compris que les choses amples me vont pas si bien. J'ai acheté quelques tank tops pour l'été et vraiment, je trouve ça très flatteur sur moi. C'est pas pour voilà, mais si c'est pour, c'est mon anniv, j'ai le droit. Mais je trouve que ça me va bien. Je trouve ça assez sexy en fait. Pareil, j'ai acheté une robe en friperie violette ultra moulante. Je crois que tu peux pas faire plus moulant. Du coup, je la porte très peu à part en soirée, mais quand je la mets, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai aussi peut-être envie de travailler pour ma 27e année. Ensuite, troisième enseignement à partir des choses que j'ai portées cette année, j'ai changé mes signatures visuelles, c'est-à-dire ma coupe et mes lunettes. Il faut savoir que ça fait, je pense,
Attendez, j'avais quel âge en seconde? J'avais 15 ans. Bah, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que ma coupe, c'est le carré. Et j'avais trop l'impression d'être Anna Wintour en vrai. Avec ce carré, j'avais l'impression que c'était mon move, c'était mon truc. Alors que 85% des autres personnes qui vivent à Paris ont des carrés. Et bon, bref, questionnant. Mais ça me donnait un sens d'identité, ça me donnait un sens d'être moi. Ça me donnait aussi un sens d'être reconnaissable par les autres. Et ça a été aussi le cas avec mes lunettes de vue que j'ai adorées. C'est des Dior vintage des années 70 et malheureusement, je les ai cassées parce que, vu que je suis idiote, je suis allée en boîte de nuit avec, elles sont tombées de mon crâne et donc elles se sont cassées et donc je les ai recollées avec de la grue. Mais ça va pas, enfin je ne peux pas garder, ça va se répéter, enfin ça va pas, en plus le plastique est super fin, ça a fait une tache sur le verre, enfin bref, j'ai fait de la merde. Donc il va falloir que je change. J'attends juste 2026 parce que là ma mutuelle peut plus couvrir. Parce que avant de les casser, j'avais évidemment changé les verres 3 semaines avant, sinon c'est pas drôle. Et en vrai, ça m'a mise dans tous mes états, cette histoire. Alors que c'était pas très grave. Et je crois qu'au fond de moi-même, ce qui m'a vraiment mais cassé le cul, c'est de me dire, putain, ces lunettes, je pensais que j'allais les garder toute ma life. Je pensais que j'allais être la meuf qui a les grandes lunettes Dior vintage et le carré court. En vrai, ça a un petit peu ébranlé quelque chose en moi. Je me suis dit, en fait, ces petites signatures visuelles qui sont un peu comme des formes d'attestation de ton identité, très facilement reconnaissables auprès des autres gens, et ben voilà, va falloir les changer, quoi. Je crois que essayer de trouver une forme de stabilité, de trouver son style, ça va à l'inverse du principe de pluralité des apparences, de variabilité des apparences. En fait, trouver son style, c'est essentialiser une apparence. Du coup, ça la fige, ça la transforme en image, voire même en personnage. Kara Gerfeld, Anna Wintour, dont je vous parlais. Et ça me semble pas très vital, pas très vivant plutôt, comme lien. Et du coup, ça m'intéresse assez peu, je crois. Au contraire, moi, les gens que j'admire le plus au monde, ce sont les gens qui changent de coupe, les gens qui changent de look, qui ont des stars, par exemple, qui ont des airs différentes, très identifiables avec leur look. C'est notamment le cas de David Bowie, qui est littéralement mon dieu. Ça me parle parce que j'ai l'impression que les apparences, c'est une manière sécure, safe, pas trop engageante non plus, d'éprouver la multiplicité de l'être et de s'inventer des vies et de s'inventer des persos et de retrouver aussi un rapport à la vie qui est ludique et qu'on n'a plus quand on devient adulte. On l'a plus. Et ça va pas, guys. J'ai l'impression qu'on est obsédé par l'idée de devoir se dire, de devoir tirer une vérité sur soi et donc la partager. On est quand même dans une époque hyper obsédée par les psys, par la thérapie, par la psychanalyse, par le fait de devoir, ouais, se dire, se confier, comprendre qui on est, d'où viennent nos traumatismes, revenir à l'origine de notre être. Et ça, je l'ai aussi questionné parce que je suis en train de lire un essai de Eva Illouz, Les sentiments du capitalisme. J'ai quasi terminé et en vrai, ça a ouvert plein de portes en moi parce que Eva Illouz, qui est sociologue, elle dit que tout au long du XXe siècle, il y a eu l'émergence de 3 types de discours qui ont complètement bouleversé le monde et les rapports entre les êtres humains. Le premier type de discours, c'est le discours thérapeutique dont je parlais, avec l'obsession pour les thérapies, les psychanalyses, etc. Le deuxième, c'est le discours managérial, parce qu'en fait, tout au long du XXe siècle, on a complètement changé les méthodes de management au sein de l'entreprise et du salariat. Troisièmement, c'est aussi le discours féministe. En fait, Eva Illouz, et ça, c'était quelque chose, j'avais grave un angle mort là-dessus, et je trouve ça hyper passionnant. Elle dit en fait que les féministes, notamment libérales des années 80, des années 90, elles ont beaucoup insisté sur l'importance de dire les émotions, notamment dans le couple hétérosexuel, de dire en fait ses attentes,
de dire ses limites, de dire ses besoins, de d'énumérer les red flags, et cetera, plaçant de ce fait l'émotion au centre vraiment de la vie sociale. Et par rapport à ces discours féministes, c'est intéressant, c'est aussi nécessaire, mais à la fois, ça dépolitise complètement le couple hétérosexuel et ça fait croire peut-être aux individus euh, que par l'intermédiaire de la communication, ils pourront passer au-delà de certaines difficultés qui en fait sont structurelles dans des couples hétérosexuels. Donc c'est hyper intéressant, je trouve. Et en gros, ce qu'elle dit, c'est que ces trois types de discours, thérapeutique, managérial et féministe, convergent vers un modèle de vivre ensemble basé sur la communication. Les émotions sont des choses qui doivent être dites, exprimées, assimilées. Et ce modèle de la communication, il a complètement envahi le monde. Ça résulte en une forme d'idéologie du langage. C'est le mot de Michael Silverstein. Et la mode est aussi un langage. Trouver son style, ça obéit à cette rhétorique, à cette injonction de dire la vérité sur soi, de se trouver, de s'expliquer, comme tout ce que je viens de faire dans cette vidéo. Et on utilise les vêtements pour communiquer aux autres des idées sur qui on est, etc. Il y a vraiment cette idée que la réalisation de soi, notamment et surtout à travers la mode, hein, c'est devenu une catégorie culturelle à part. Et je trouve ça important d'être critique vis-à-vis de ça et de s'en rendre compte, et donc de ne pas y attacher trop d'importance non plus. À la fois, et je crois que c'était important pour moi de terminer cette vidéo là-dessus, même si je viens du coup de démonter l'idée de trouver son style et que j'ai plutôt envie d'être dans une forme de style pluriel, éclectique, dans une forme de succession de looks, etc., je crois que c'est aussi très snob de penser que on est multiple tout le temps. Je crois que c'est aussi un move un peu de connard de se croire inclassable, de dire qu'on n'aime pas les étiquettes. Et je crois que j'ai assez envie de faire la paix avec tous ces trucs d'appartenance, de définition de soi. J'en parle justement dans ma vidéo sur New York, quand je parle de Joanne Didion, l'écrivaine, des grandes villes, de la difficulté en fait de choisir, parce que choisir c'est renoncer, la difficulté d'adhérer, et j'ai l'impression de beaucoup me cacher derrière ça, parfois, et qu'au final, c'est aussi un peu de la mauvaise foi, parce que l'être soi, savoir qui on est, c'est malgré tout un moteur, une ligne de conduite, une direction qui nous permet de get through life, et ça, c'est pas rien. En tout cas, si ça me pose autant de questions, et dites-moi vous où vous en êtes dans votre vie, je crois que c'est parce que 27 ans, c'est un âge assez étrange, c'est un moment bizarre de la vie où tu as la moitié de tes amis qui sont célibataires, qui adorent faire la teuf et qui ont repris leurs études, et l'autre moitié qui commence à avoir des enfants, à se marier, et j'ai l'impression qu'avant, je me contentais quand même de valider mes partiels, et c'était du stress, et j'aimerais pas y retourner à cette époque, mais il y avait moins de choix à prendre, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de la commenter, c'est comme ça que ça vit sur YouTube. C'est compliqué, l'algo il est compliqué sur YouTube. Et puis on se revoit très bientôt sur TikTok, Insta ou YouTube pour de nouvelles aventures. Bisous.